Bien. Non, c'est bon, c'est fini. On peut passer à la présentation suivante. Alors, Alessandra. Merci beaucoup, Gilles. Alors, Alessandra va modifier son sujet. Donc, le sujet qu'elle a choisi, c'est quelle place pour les AOD dans l'artériopathie des membres inférieurs? Il y a eu un petit bug avec la présentation, mais c'est pas grave. Donc, on va regarder où est-ce que l'on est. Session dédiée aux nouveautés, notamment les AOD, un petit peu les anticoagulants. Est-ce qu'il y a de la place actuellement pour l'AOD dans l'OMI, en sachant que pour l'instant, bien sûr, ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'actualité, il n'y a pas d'AMM dans cette indication. Alors, j'ai des liens d'intérêt pour cette communication, car j'ai participé à des études à la fois avec AstraZeneca et Bayer, pour lesquelles j'ai aussi reçu des financements de recherche et expertise, ainsi que remboursement de frais de participation à des congrès. Donc, comme cela a déjà été dit dans les sessions d'aujourd'hui, mais quelques petites données, l'AOMI, c'est un sujet chaud, entre guillemets, parce que contrairement à la coronaropathie, ça ne se tasse pas trop, au contraire, ça augmente. Et alors, ça augmente un peu partout. Ici, vous voyez l'incidence d'AOMI, l'augmentation entre l'année 2000 et 2010. Dans nos pays occidentaux, entre guillemets, à un revenu élevé, 13% d'augmentation en 10 ans, mais ça augmente encore plus, environ 30% d'augmentation en 10 ans dans les pays à faible revenu. Donc c'est une maladie qui est très diffuse, ce n'est pas une maladie de riches, ça touche beaucoup, une grande partie de la population, ça c'est une publication de Nature 2016. Un coût annuel très important, ça c'est des données françaises issues d'une étude de la base EGB, une base qui est représentative de la base de l'assurance maladie en France. 14 000 le coût annuel, 14 000 euros par an, comparé à 3 800 euros de sujets appariés par sexe et âge dans cette étude. Le coût attribuable de l'OMI est très similaire au coût de l'infarctus du myocarde dans l'année qui suit l'infarctus. Donc l'OMI, ça nous coûte tout autant qu'un post-infarctus. C'est quelque chose qui commence à se sentir au niveau, bien sûr, du budget et aussi de la sensibilisation à la fois des médecins et bien sûr des laboratoires. Que sait-on des traitements antithrombotiques dans l'OMI? Ça a déjà été dit par Jean-Pierre ce matin. On sait que les antithrombotiques sont efficaces, mais probablement l'aspirine n'est pas la meilleure option. Sur les méta-analyses, il n'y a pas beaucoup d'avantages à donner l'aspirine. Les AVK fonctionnent, ça a été dit, mais le risque hémorragique est augmenté. Donc, sauf en cas de besoin d'AVK, un patient avec une fibrillation atriale, avec une artériopathie, autrement, on préfère toujours l'antiplaquettaire, et que le double antiagrégant plaquettaire augmente le risque dans cette indication sans un bénéfice réel par rapport à d'autres territoires coronaires ou carotides. Est-ce qu'il y a une place pour les AOD? Est-ce que la cascade de leur coagulation, ça rentre quelque part dans le risque provoqué par la plaque d'athérome? Eh bien, la cascade de coagulation, ça rentre tout à fait dans le risque thrombotique des patients avec une artériopathie athéromateuse, que ce soit coronaire, que ce soit périphérique, à cause du fait qu'après la cascade de la coagulation, on a une activation de thrombine qui contribue bien sûr à une activation de fibrinogène avec la formation de thrombus. Et après, de façon indirecte, la thrombine va activer les plaquettes à travers un récepteur plaquettaire qui s'appelle PAR1. Et donc, quand vous avez un antiplaquettaire, vous avez inhibé toute cette cascade d'activation plaquettaire. Comme vous avez un anticoagulant, vous agissez sur la cascade, mais de façon indirecte aussi sur les plaquettes. Vous n'agissez pas que sur la cascade coagulative. Donc, il pourrait y avoir un intérêt à l'utiliser. Alors, il y a cette étude dont a parlé Jean-Pierre. Je suis désolée, les diapos, je les avais un peu modifiées, mais bon, ça n'a pas pris. C'est cette étude randomisée en double aveugle contrôlée qui a été publiée là, cette année, le mois d'août, sur le New England. Ils ont pris des patients avec une artériopathie stable ou une coronaropathie stable à distance de tout événement aigu ou des sténoses carotides, en gros avec des patients qui devaient avoir soit une atteinte symptomatique, soit une atteinte de plusieurs territoires. Et chez ces patients-là, ils ont randomisé soit rivaroxaban 2,5 x 2 plus l'aspirine, rivaroxaban 5 mg 2 fois par jour, sans aspirine,
Ils ont comparé ces deux traitements au traitement de référence, qui est considéré à l'heure actuelle l'aspirine 100 mg par jour. Et ils ont regardé ce qui se passait en termes de morbimortalité cardiovasculaire et d'événements cardiaques au niveau global. Alors, cette étude qui était en cours a été arrêtée à l'analyse intermédiaire qui était prévue à 50% des événements. C'était prévu car il y avait une différence significative entre le groupe comparateur et un des deux groupes. Et bien sûr, quand on est allé enlever l'aveugle, pas de mystère, les groupes qui étaient favorables au traitement, c'était plutôt le groupe sous anticoagulant, en tout cas le groupe qui rajoutait l'anticoagulant à l'aspirine. Donc, ça, c'est le nombre d'événements dans le groupe aspirine, 5,4%. Ça, c'est le nombre d'événements sous rivaroxaban, 5 mg x 2. Et ça, c'est le pourcentage, pardon, pas le nombre, le pourcentage d'événements sous petite dose de rivaroxaban, plus 100 mg d'aspirine. Et là, vous avez bien, ça, c'est les mêmes chiffres qui sont statistiquement significatifs, avec un prix à payer qui n'est pas négligeable parce que vous avez une augmentation qui est très significative du taux d'hémorragie dans le groupe qui rejoint l'anticoagulant et l'antiplaquettaire. Alors, la chose intéressante, ça c'était l'événement combiné, hein, décès cardiovasculaire, AVC et infarctus, donc on diminue tout. Alors, ils ont fait une étude spécifique sur l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui n'a pas encore été publiée, qui va être publiée dans Lancet là, le mois de novembre. Donc, comme ils ont présenté les données, je voulais partager avec vous ces premières données qu'on a déjà vues présenter. Donc, même histoire, patient avec une artériopathie, cette fois, ils ont pris que les artériopathes des membres inférieurs et les carotides. Rivaroxaban de 5 plus aspirine, rivaroxaban 5 mg 2 fois par jour, comparé à l'aspirine. Et je dois dire que pour l'instant, c'est le seul anticoagulant oral direct qui a fait une étude sur l'artériopathie. Alors, il y a une étude sur l'édoxaban, je suis allée regarder sur clinicaltrial.gov, qui est terminée depuis 2015. Moi, je n'ai pas vu les données. Donc, je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette étude. Alors, ils ont regardé les événements cardiaques, cardiovasculaires, le décès cardiovasculaire, l'AVC, l'infarctus du myocarde, mais ils sont allés regarder les choses qui nous intéressent, nous quand même, aussi ce qui se passe au niveau du membre inférieur. Est-ce qu'il y a un avantage en termes d'ischémie sévère de membre nécessitant une revascularisation ou une amputation majeure au-dessus de l'avant-pied due à une cause vasculaire? Et donc ça, c'est l'appel MACE, c'est les cardiovascular events, major cardiovascular events, et le MAIL, c'était les événements des membres inférieurs. Les critères d'inclusion, patient avec l'IPS inférieur à 0,90 avec une claudication intermittente, ou une sténose significative supérieure à 50%, toujours symptomatique, hein, ça c'est des symptomatiques avec des claudications, ou une artériopathie revascularisée, une amputation pour un AEMI, ou antécédent de revascularisation carotide, ou sténose carotide supérieure à 50%, ou alors encore les coronaropathes, plus une IPS pathologique. La plupart de ces patients, ça c'est le nombre de patients inclus, 7400 patients, la plupart des patients avaient l'artériopathie des membres inférieurs, un moindre nombre, vous voyez les sténoses carotides et les pathologies coronaires plus AOMI asymptomatiques. Alors ça c'est un peu dense, mais j'ai voulu les mettre un petit peu plus gros de la publication originale. Donc ça c'est les événements cardiovasculaires majeurs, décès plus AVC plus infarctus. 5,1% dans le groupe rivaroxaban aspirine, 6% dans le groupe rivaroxaban et 6,9% dans le groupe aspirine. Là aussi, bien sûr, c'est les patients, c'est l'étude qui a été arrêtée de façon prématurée, avec un avantage de 18%, comme vous voyez ici, dans le groupe rivaroxaban plus aspirine, réduction très significative, 28%, pardon, réduction très significative des événements dans ce groupe, avec ce qui tire vraiment un avantage de ce rivaroxaban plus aspirine, c'est essentiellement une réduction des AVC, hein, qui est important. On passe de 1,9 avec l'aspirine seule, quasiment 2%, à 1%. Vous avez quasiment la moitié des AVC, sans différence en termes de décès cardiovasculaire, pas de différence significative, en tout cas dans les sous-groupes, mais globalement, ça sort. Alors, si on regarde le jambe, est-ce qu'il y a un effet positif pour le membre? Eh bien, l'effet positif est lié aussi au niveau des membres inférieurs. Comme vous avez de l'aspirine, vous avez 2,2% d'événements locaux, et quand vous avez le rivaroxaban plus aspirine, 1,2%. Et donc, le comparateur rivaroxaban aspirine fait mieux que l'aspirine seule.
Cette différence est aussi significative pour le rivaroxaban seul. Donc l'anticoagulant, soit seul, soit avec l'aspirine, en termes locaux, ça fait mieux que ça. Et avec une réduction aussi en termes d'amputation majeure. Ça, ce n'était pas forcément attendu. Donc, si on regarde, ça, c'est les courbes de survie. Vous voyez bien comment ça se détache, le rivaroxaban et le groupe rivaroxaban aspirine. Et donc, bien sûr, là aussi, on est allé regarder les hémorragies majeures. Et vous avez plus d'hémorragies majeures quand vous cumulez 2 antithrombotiques. Ça, c'est quelque chose qui est attendu, à 3,1% comparé à 1,9% dans ce suivi qui était à peu près, on a arrêté prématurément autour de 21 mois. Sans différence en termes d'hémorragie fatale, sans différence en termes d'hémorragie intracrânienne, ce qui tire les hémorragies, c'est les hémorragies gastro-intestinales. Donc, ils ne l'ont pas présenté, mais c'est ça qui se présente. Le bénéfice clinique net, j'avais enlevé cette diapo là, c'est resté, il est toujours en faveur. Si on enlève, si on cumule le taux d'hémorragie plus le taux d'événements thrombotiques et les amputations, ça reste en faveur de l'anticoagulant plus l'aspirine. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une autre étude qui nous paraît très intéressante en cours. Celle-ci, c'est chez des patients à risque qui ont un geste de revascularisation. Ça, c'est classiquement des patients chirurgicaux qui ont une artériopathie symptomatique des membres inférieurs et qui vont être soumis, ou qui bénéficient plutôt, d'une revascularisation sous-inguinale. Et chez ces patients, on va regarder si rajouter du rivaroxaban à ce qu'on fait déjà, qui est l'aspirine, ça va amener quelque chose en termes de bénéfice cardiovasculaire global et local sur la perméabilité du pontage, etc. Donc ça, c'est l'étude qui est encore en cours. Ceux qui recrutent entre vous, continuez à recruter parce que ce n'est pas fini. Et voilà, donc globalement, les AOD présentent un intérêt dans le traitement de l'AOMI. Encore, leur place doit être établie, car comme vous avez vu, le risque hémorragique est à mettre en balance avec le bénéfice. Quels sont les patients qui vraiment vont avoir bénéfice de cette augmentation de risque, quelque part. Et bien sûr, la recherche sur l'artériopathie doit être encouragée, parce qu'encore beaucoup de chemin reste à faire. Il reste beaucoup de points encore à éclaircir dans cette pathologie fréquente et grave. Merci beaucoup de votre attention. Bon, j'ai bien aimé ta conclusion qui est mesurée, etc. Et les analystes, tous experts européens et américains, ont dit tous la même chose. On n'ouvre pas le champagne encore, on réfléchit et il faut voir le détail de tout ça et de voir où on va placer éventuellement ce traitement. Parce que de l'autre côté, on a le clopidogrel. Dans certains cas, pour des cas sévères, on a le duoplavin aussi, enfin, on a la double anti-agrégation, donc il faut trouver l'endroit. Mais c'est vrai que ça fait avancer les choses. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? On a une question, parce qu'après, on a Atul qui va nous faire rêver. Alexandra, est-ce que le comparateur, depuis quelques années maintenant, le clopidogrel devient l'antiagrégant de référence pour l'AOMI, ce qui n'était pas le cas depuis un petit moment? Est-ce qu'on voit que Euclide a pris également le clopidogrel comme référence? Donc la question, est-ce que finalement cette étude elle est utile parce que le comparateur qui a été choisi, qui est l'aspirine, est le mauvais comparateur? Exactement. Je pense qu'elle est très utile, parce que le comparateur, ce qui a été choisi, c'est ce qui se fait. L'aspirine, alors le clopidogrel n'est pas le médicament le plus utilisé dans le monde, je ne parle pas des habitudes ou des recommandations. Ce qui se fait à l'heure actuelle, y compris dans nos recommandations nationales, c'est l'aspirine en premier, et après, s'il y a des intolérances, si on utilise le clopidogrel. C'est ce qui se fait dans le monde avec l'aspirine. C'est quand on regarde le nombre de patients qui sont sous clopidogrel, le pourcentage. Donc, c'est ce qui est fait actuellement et ce qui est recommandé, même si on sait que dans l'artériopathie, à mon avis, ça a un sens, cette étude. Je suis d'accord sur le fait que Euclide, ils se sont placés dans les conditions, je dirais, optimales. D'ailleurs, ils étaient tellement optimales qu'ils ont tellement sélectionné les patients que ça n'a rien donné de particulier. Ils ont même enlevé les patients résistants de cette étude. On en a discuté beaucoup, il y a eu beaucoup de discussions. Moi, je n'ai pas participé au choix du comparateur, mais a posteriori, on s'est posé la question, bien sûr, ça c'est la première question, est-ce que c'était le bon comparateur? Je pense qu'au vu de ce qui est fait actuellement, et il se positionne, bien sûr, l'étude se veut une étude qui peut être appliquée partout. Donc, clopidogrel, en Asie, il y en a quasiment zéro. En Afrique, pareil. Il y en a un peu aux États-Unis, un peu en Europe et pas partout. Ce n'est pas le comparateur vrai de ces malades, sans compter le fait que c'était une étude qui rentre dans une étude de mortalité cardiovasculaire globale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les membres inférieurs. Il y avait le cœur,
les carotides et les membres inférieurs. Et après, de ce gros groupe de malades, on a fait une étude spécifique sur les membres inférieurs, mais c'était des patients, c'était des coronariens, voilà, des patients avec des sténoses carotides, etc. Donc, je suis d'accord sur la réflexion. Peut-être ce n'est pas optimal, mais je pense que quand même ça nous aide à comprendre un petit peu l'utilité ou pas de cette... Le clopidogrel a été tué par l'HAS pour des raisons purement économiques, tout au moins en France, mais ça a suivi un petit peu ailleurs. Il faut reprendre l'étude Capri quand même. Cette étude était bien menée, et là il n'y a pas photo. C'est pas une étude de non-infériorité, c'était une étude de supériorité. Bon, après, tout peut se discuter. Dans Capri, il y a une différence en termes absolus de 1% d'événements. Après, 1%, quand c'est 4 versus 3, ça fait 25% en termes relatifs. Mais en termes de santé publique, la réduction en termes absolus de 1%, ça peut se discuter. Mais c'est à peu près de l'ordre de ce qu'on a dans d'autres études de cardiologie. Bien, merci.